Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous les amis? Avez-vous le moral, vous? Moi je l'ai le moral. Même si les nouvelles qui nous viennent d'Haïti ne sont pas réjouissantes, j'ai le moral et j'ai la lucidité de voir ce qui se passe dans l'envers du décor. Et ce matin, justement, je vais vous amener dans l'envers du décor. Mais laissez-moi vous le dire, le film que les États-Unis et le Canada veulent nous faire passer pour un film neuf sous le parapluie des Nations Unies est un très mauvais film qu'ils n'ont même pas la décence de remanier. C'est un très mauvais film dont ils ne se donnent même pas la peine de retoucher la copie ou le manuscrit. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'Haïti, il s'agit d'un pays de nègres. On n'a pas besoin de retoucher la copie, on n'a pas besoin de retoucher le manuscrit, on va leur rentrer dans la gorge la vieille recette de 2004. On va leur faire avaler la vieille pilule amère de 2004 et si jamais ils rouspètent, tout le monde s'en fout. Que des Haïtiens rouspètent, on s'en fout, on va leur entrer dans la gorge la même vieille recette de 2004. Sauf que cette fois-ci, nous sommes debout et nous disons au Canada que son armée n'est pas la bienvenue sur la terre de Dessalines. Que ceci soit clair à Justin Trudeau, que ceci soit clair à l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince qui grenouille ces jours-ci pour nous faire avaler sa pilule amère, l'envoi d'une armée canadienne sur la terre de Dessalines, que ceci soit clair à Mélanie Joly, l'armée du Canada ne sera jamais la bienvenue chez nous, car c'est une armée de pédophiles qui a sodomisé nos jeunes, c'est une armée d'agresseurs sexuels qui a, si vous voulez, agressé nos femmes. Non à l'armée canadienne. Les États-Unis savent qu'ils ne sont pas aimés en Haïti. Ils savent que leur armée
ne sera jamais la bienvenue chez nous. Voilà pourquoi, eh bien, il grenouille, il magouille pour faire porter le leadership au Canada sous prétexte que le Canada serait mieux vu en Haïti que les États-Unis. Non, le Canada est aussi un pays néocolonialiste. Le Canada, c'est un pays, n'est-ce pas, qui joue à l'apprenti sorcier en se servant des Haïtiens comme s'ils étaient un laboratoire de rats. Non, 1000 fois non. Ceci étant dit, nous devons nous rappeler, si vous voulez, comment ils nous ont projeté ce film-là vendredi dernier dans les locaux des Nations Unies, plus précisément au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils nous ont sorti une vraie joke. Ils nous ont sorti une vraie farce qu'ils appellent résolution des Nations Unies sur Haïti. C'est une sale blague qui n'a aucun maudit bon sens. Nous allons décortiquer cette farce, nous allons décortiquer cette joke. Au fait, si je l'appelle farce, ce n'est pas parce qu'elle est drôle, c'est parce que, justement, le Canada et les États-Unis se battent ou se démènent comme le diable dans le bénitier pour nous faire rentrer dans la gorge une pseudo-solution tentant de nous faire oublier qu'ils sont, le Canada et les États-Unis, le problème, qu'ils font partie du problème et qu'ils ne seront jamais la solution. Le Canada et les États-Unis, répétais-je, font partie du problème, ils ne seront jamais la solution. Mais vous me direz, monsieur Fils-Aimé, la solution, elle viendra d'où? Mais la solution doit venir des Haïtiens. Mais vous dites, ah ouais, mais on a tellement essayé, on a essayé tant de fois, on a commis tant d'erreurs, fine, mais on a le droit de commettre des erreurs. Tous les peuples commettent des erreurs et refont leur travail. Tous les peuples commettent leurs, n'est-ce pas, des erreurs jusqu'à ce qu'ils trouvent leur voie. J'ai suivi cette semaine l'actualité politique du Royaume-Uni et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Les parlementaires du parti de Boris Johnson l'ont renversé il y a quelques semaines. Ils l'ont remplacé par une première ministre. 4 ou 6 semaines plus tard, ils l'ont renversé, cette première ministre, pour la remplacer par un nouveau premier ministre. Personne n'évoque la carte de l'instabilité politique. Personne n'évoque l'épouvantail de l'instabilité politique. Mais on se dit, chaque pays a le droit de chercher sa voie comme il l'entend jusqu'à ce qu'il la trouve, cette voie. Pourquoi les Britanniques ont droit à l'erreur? Pourquoi les Français, eux, qui ont fait la Révolution en 1789, qui ont établi la République, sont revenus par la suite à la monarchie, ils sont revenus encore, n'est-ce pas, à l'Empire de Bonaparte, et là, ils en sont à leur 5e République. Les peuples ne suivent pas une voie rectiligne quand ils cherchent la solution qui leur convient. Les Européens, les Occidentaux ont cherché leur voie. Les États-Unis ont été impliqués dans une guerre civile, mais terriblement sanglante pendant 4 ans. Guerre au cours de laquelle ils ont perdu plus de citoyens américains qu'ils n'en ont jamais perdu dans aucune autre guerre. Mais pourtant, personne ne leur reproche d'avoir fait la guerre civile. Ils cherchaient leur voie. Pourquoi nous, quand on cherche notre voie, les mêmes pays pyromanes qui ont foutu le feu chez nous veulent intervenir comme des pompiers avec des petits seaux d'eau pour nous faire croire que c'est eux qui ont la solution? Non, vous n'avez pas la solution. Nous voulons prendre le temps de trouver notre propre voie et nous allons le faire sans votre tutelle parce que votre tutelle nous a foutus dans cette merde-là. Alors, que Mélanie Joly l'entende, que Justin Trudeau l'entende, que Anthony Blinken l'entende, que Joe Biden l'entende, que l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince qui grenouille, qui magouille ces jours-ci pour nous faire rentrer cette vieille recette de 2004 dans la gorge comme si c'était une nouvelle formule, eh bien qu'ils l'entendent, ils ne sont pas les bienvenus sur la terre de Jean-Jacques Dessalines.
La terre de Jean-Jacques Dessalines, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Nous avons le droit de commettre des erreurs. Nous avons le droit, n'est-ce pas, de nous battre. Nous avons le droit d'avoir des dissensions jusqu'à ce que nous choisissions nous-mêmes notre voie. Fini le temps des colonies où le Canada, qui est un pays néocolonialiste, ou les États-Unis, qui sont un pays hégémonique, finit donc ce temps de la colonie où ils se sentent obligés, au nom du fardeau blanc, de white man's burden, au nom du fardeau de l'homme blanc, de venir nous dicter ce que nous devons faire comme si nous étions des enfants. Non, nous ne sommes pas au kindergarten. Nous avons conquis notre indépendance depuis 1804. C'est vrai que nous n'avons pas toujours suivi, n'est-ce pas, une voie rectiligne. C'est pas grave. Laissez-nous faire notre expérience de peuple. Nous finirons par la trouver, notre voie. Nous ne voulons pas de dictée, nous ne voulons pas de tutelle. Nous allons la trouver, cette voie. Nous allons nous parler. Laissez-nous le temps de le faire. Et au moment opportun, nous allons solliciter la coopération de pays que nous aurons choisis. Et vous pouvez être sûr que ce pays-là ne sera pas le Canada, qui nous a déjà envoyé une armée de pédophiles. Ce pays-là, ce ne sera pas les États-Unis qui nous ont baisés, roulés dans la farine à plusieurs reprises. Nous voyons clair à leur jeu. Ils veulent nous envoyer leur armée pour se faire passer comme les sauveurs, afin de voler nos ressources et de nous imposer des leaders qui n'ont aucune légitimité. Ce temps-là est terminé. Fini la récréation. Je vais donc vous amener ce matin dans l'envers du décor de cette farce qu'on appelle la résolution des Nations Unies. Je vais surtout vous aider à voir comment les États-Unis et le Canada sont comme le diable dans le bénitier. Ils sont mal pris. Parce qu'ils pensaient qu'ils trouveraient des pays qui accepteraient de collaborer à leur projet macabre de l'envoi d'une armée multinationale, sauf qu'aucun pays ne veut s'engager. D'où le voyage précipité et accéléré d'Anthony Blinken au Canada pour demander à Justin Trudeau, pour demander à Mélanie Joly d'envoyer l'armée canadienne en Haïti comme si Haïti était une colonie du Canada. Non. Vous ne serez jamais les bienvenus chez nous parce que vous faites partie du problème et non de la solution. La table est mise. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, je vous reviens, c'est convenu. À tout à l'heure. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain et si vous l'aviez précommandée, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence monsieur et madame tout le monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans
notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Commençons par cette joke, cette farce, cette blague de mauvais goût que le Canada et les États-Unis nous ont servi la semaine dernière. Farce que les États-Unis ont géré au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité au sein duquel, c'est important de le rappeler, la Russie et la Chine ont le droit de veto. Et d'une certaine manière, c'est grâce à la Chine et à la Russie que les États-Unis n'ont pas réussi à envoyer une autre armée de pédophiles, une autre armée d'agresseurs sexuels, une autre armée multinationale porteuse de choléra comme la dernière fois. Je vais vous expliquer cela. Mais regardons pour l'instant cette joke. Cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies y va en ces termes: nous allons établir un régime de sanctions. C'est beau. On va sanctionner tous ceux qui bloquent les terminaux, ceux qui sont impliqués dans les kidnappings, dans les enlèvements d'enfants, dans les viols de femmes, dans les agressions de mineurs. Nous allons supprimer leur visa. Nous allons les empêcher ou leur interdire de voyager. Fine. Nous allons, n'est-ce pas, mettre un embargo sur ceux qui importent des armes en Haïti. Nous allons mettre sur pied un comité de surveillance des sanctions et nous allons faire cela pendant une bonne période de 13 mois pour voir si cela aidera à résoudre le problème. Et entre-temps, nous allons apporter un appui technique à la police nationale d'Haïti. Et là, comme par hasard, ou plutôt comme la cerise sur le sundae, ils nous parlent de ceux qui bloquent les rues, ils nous parlent de ceux qui importent des armes, ils nous parlent de ceux qui kidnappent, et ils nous citent le nom de barbecue, de Jimmy Cherizier. Comme si toutes ces manœuvres-là, comme si tous ces problèmes de kidnapping, d'importation d'armes, n'est-ce pas, d'enlèvement d'enfants et de viol de femmes, comme si tout cela était piloté et orchestré par un seul jeune homme d'une quarantaine d'années du nom de Jimmy Cherizier. Vraiment, vraiment, les amis. Maintenant, pour comprendre cette farce, il nous faut remonter au début de l'été. On aurait pu aller plus loin, mais je veux vraiment vous conduire au début de l'été car j'ai des révélations à vous faire ce matin. Au début de l'été, si vous vous souvenez bien, si vous suiviez bien l'actualité politique haïtienne, Ariel Henry, que je n'appelle plus Premier ministre, parce qu'il n'a plus aucune légitimité, eh bien Ariel Henry en avait plein les bras. Il y avait une recrudescence des enlèvements à Port-au-Prince. On sentait déjà venir le blocage des terminaux, n'est-ce pas, pétroliers. Et Ariel Henry a fait appel à 3 personnes qui s'y connaissent en matière de sécurité pour lui dire, à lui Ariel Henry, qu'est-ce qu'il devait faire pour tenter de juguler le problème.
Et là, ces personnes-là qui s'y connaissent en matière de sécurité ont dit à Ariel Henry, écoutez, nous sommes en train, nous au sein de la police haïtienne, nous sommes en train de perdre le momentum, mais il n'est pas trop tard, nous sommes au début de l'été. Si vous commandez un certain type d'équipement précis pour aider la police à avoir ce qu'il faut pour combattre le problème de sécurité, s'il n'y a pas de blocage politique au niveau des ordres que reçoivent les policiers pour attaquer les gangs à sa patte, comme on les appelle en Haïti, et si, troisième recommandation, nous sollicitons l'appui des pays véritablement amis, et je vais vous dire à quel pays ces gens-là avaient pensé, eh bien, nous serons en mesure de résoudre le problème. Donc, je résume. Début de l'été, Ariel Henry demande à 3 personnes qui s'y connaissent, 3 personnes expertes en sécurité, ce qu'ils devaient faire pour juguler le problème. Les personnes, du haut de leur expertise, disent à Ariel Henry, primo, vous devez mieux équiper la police nationale. Et ces personnes-là ont dressé une liste d'équipements précis qui devaient arriver de la Corée du Sud. Ces gens-là ont dit à Ariel Henry, les équipements dont nous vous parlons, les équipements que nous recommandons, dont nous recommandons l'achat à la police, doivent venir de la Corée du Sud, car nous savons que la Corée du Sud produit ce genre d'équipements qui ont fait leurs preuves, n'est-ce pas, ailleurs, en particulier en Afrique. Donc vous devez les faire venir, ces équipements-là, vous devez les acheter de la Corée du Sud. Ça, c'est première recommandation. Deuxième recommandation, assurez-vous qu'il n'y ait pas de blocage politique quand la police doit intervenir, car nous savons que 9 fois sur 10, la police n'intervient pas contre les gangs parce que au sein du Conseil supérieur de la police nationale, dont le Premier ministre, en l'occurrence Ariel Henry, est le président, il y a des blocages politiques. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas de blocage politique pour que la police fasse effectivement son travail, car la police est munie de certains types de corps pour combattre les gangs, n'est-ce pas, la CIMO pour ne pas la nommer. S'il n'y a pas de blocage politique, la police va pouvoir faire son travail. Et, troisième recommandation, nous devons solliciter l'appui, la coopération de quelques pays avec qui nous avons un certain nombre d'intérêts communs. Si on fait ça, on sera en mesure de résoudre le problème. Et par pays amis, ces 3 experts ont recommandé des pays africains. On avait parlé du Mali, on a parlé du Rwanda, on a parlé du Kenya. Nous sommes au début de l'été. Écoutez-moi bien. Ariel Henry disait à ces personnes-là qui n'avaient pas d'inconvénient, les recommandations sont claires, elles sont précises, et il disait que ces recommandations-là pouvaient effectivement aider à résoudre le problème. La réunion a ainsi pris fin, et moins d'une trentaine de minutes, les personnes qui ont conseillé Ariel Henry reçoivent un appel, imaginez de qui? De Madame Lalime, celle qui se prend pour la gouverneure d'Haïti, comme si Haïti était devenue une colonie des États-Unis. Rappelons que Madame Lalime, c'est une ancienne collaboratrice des Clinton, et ce sont les Clinton, en particulier Bill Clinton, qui l'a placée là pour gérer Haïti comme si c'était une business personnelle des Clinton. Donc, à peine la réunion a-t-elle pris fin, répétais-je, qu'une demi-heure plus tard, ces personnes-là reçoivent un appel de Madame Lalime qui leur disait littéralement « Nous n'avons pas d'objection à ce que vos recommandations soient mises en pratique, à l'exception d'une chose, nous ne voulons pas du Mali. » Pourquoi on ne veut pas du Mali? Vous pouvez facilement l'imaginer, c'est que le Mali a foutu une leçon de souveraineté à la France. On ne veut pas que cette leçon de souveraineté que le Mali a infligée à la France en bottant dehors les diplomates français soit suivie par l'effet papillon en Haïti. On ne veut pas du Mali, on va y aller avec le Rwanda et le Kenya.
Vous me suivez jusque-là? Très bien. Donc, puisque Ariel Henry a dit qu'il n'y avait pas d'objection à ce que ces recommandations-là soient implémentées, puisque selon la formule textuelle d'Ariel Henry, le grand frère, vous savez qui il appelle le grand frère? Les États-Unis. Comme si Haïti et les États-Unis faisaient partie d'une même famille et que c'est au grand frère de gérer les affaires de la famille haïtienne. Puisque, disait Ariel, le grand frère n'avait pas d'objection, eh bien, on va y aller avec les recommandations que vous nous avez faites. Vous me suivez jusque-là? Comme par hasard, malgré le fait que les experts avaient dit à Ariel Henry que les équipements en question, les équipements précis dont il s'agit ici doivent venir de la Corée du Sud, comme par hasard, le pays néocolonialiste, pyromane qui veut se faire passer pour pompier, le Canada a obtenu le contrat de la livraison d'équipements militaires à être fournis à la police. Les gars ne comprenaient pas. Il me semble que la recommandation était claire, que ces équipements-là devaient venir, n'est-ce pas, de la Corée du Sud et non pas du Canada, mais c'est le Canada qui, sans appel d'offres, a obtenu le contrat de l'achat de près de 19 millions d'équipements militaires que le Canada ne livre toujours pas, à l'exception de 3 chars qu'il nous a livrés, pas plus tard qu'il y a 10 jours, chars qu'on attendait depuis le début de l'été, mais ce n'est pas grave, même si ce ne sont pas ces chars-là que ces experts-là avaient recommandés, le Canada a volé le contrat et nous livre 3 blindés sur 12 qui ne font pas le travail. Vous n'avez rien entendu encore. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Puisque celui que Ariel Henry appelle le grand frère, c'est-à-dire l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, n'avait pas d'objection à ce qu'Haïti résolve à sa façon son problème d'insécurité, eh bien, une rencontre a été programmée le 13 septembre dernier. 13 septembre, vous vous en souvenez, c'est le jour de l'ouverture officielle de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Ce jour-là, il y avait une rencontre entre ces experts haïtiens et le chef de l'armée du Rwanda et le chef de la police du Rwanda, d'une part, et d'autre part, entre ces experts haïtiens et le chef de l'armée du Kenya et le chef de la police du Kenya. Et, comme il fallait s'y attendre, et le Rwanda et le Kenya étaient d'accord pour qu'ils fournissent à Haïti un appui technique en matière de ressources humaines. Le Rwanda était prêt à coopérer avec la police haïtienne pour l'aider à résoudre le problème de sécurité. Le cas du Rwanda ici est intéressant parce que on se souvient que dans les années 90, le Rwanda a fait face à une guerre civile terrible. Et donc, le Rwanda a appris de son traumatisme et aujourd'hui, le Rwanda est un pays sécuritaire et le Rwanda était prêt à participer, à coopérer avec Haïti sous la coordination d'Haïti à résoudre ce problème d'insécurité. Ainsi en est-il du Kenya. La rencontre a eu lieu donc
au local des Nations Unies, n'est-ce pas, à New York, et tout à coup, après la rencontre justement, et parallèlement, c'est pour ça que je vous dis que le Canada fait partie du problème et non de la solution, tandis que ces experts haïtiens avaient leur rencontre par Zoom. Je vous donne des détails avec le chef de l'armée du Rwanda et le chef de la police du Rwanda d'une part, le chef de l'armée et le chef de la police du Kenya d'autre part, la rencontre ayant eu lieu ou se tenant, le Canada, lui, de Justin Trudeau, le Canada justement de Justin Trudeau, tentait de rencontrer d'autres pays comme le représentant de la Jamaïque, d'autres pays comme le représentant, n'est-ce pas, des Bahamas, d'autres pays comme le représentant de l'Argentine, pour tenter de monter en parallèle une armée multinationale qui irait en Haïti, contrairement aux recommandations des experts haïtiens, qui iraient en Haïti sous le leadership du Canada et des Nations Unies, nous imposer leur solution à eux. Aucun de ces pays n'a accepté. La Jamaïque a dit non. L'Argentine a dit non. Les Bahamas ont dit non. Le Brésil a dit non. Et donc, Justin Trudeau a échoué dans sa tentative de coiffer les experts haïtiens, de solliciter, n'est-ce pas, l'appui de deux pays africains. Malgré le fait que le Rwanda et le Kenya étaient d'accord, la représentante, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies est venue dire aux experts haïtiens, après qu'ils ont rencontré le chef de l'armée du Rwanda, le chef de la police du Rwanda, après qu'ils ont rencontré le chef de l'armée et le chef de la police du Kenya, non, ce n'est pas l'option de l'Afrique que nous choisirons, nous allons y aller avec notre propre option. Vous pouvez facilement comprendre pourquoi ils n'ont pas retenu l'option de l'Afrique. Un pays noir qui se fait aider par d'autres pays noirs, cela contribuerait à créer un effet papillon. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin des armées de l'Occident, on n'a plus besoin des pays occidentaux pour venir jouer au tuteur. Nous pouvons nous entraider car nous sommes le même peuple. Vivons sur le même continent. Et j'ai toujours dit qu'Haïti, c'est comme une extension de l'Afrique en Amérique. Eh bien, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a coupé court à cette recommandation des experts haïtiens qui était sur le point d'être implémentée, puisque le Kenya et le Rwanda avaient déjà accepté. L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a fait savoir à Ariel Henry, elle a fait savoir à Généus, elle a fait savoir à Antonio Rodrigue. Antonio Rodrigue, c'est ce monsieur-là qui, soi-disant, représente Haïti aux Nations Unies. Généus, c'est ce monsieur-là qui est, soi-disant, le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, d'Haïti. Eh bien, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies est venue leur dire non, on ne va pas y aller avec l'option africaine, même si c'était votre recommandation. Nous allons y aller avec notre propre proposition. Donc, quand les États-Unis et le Canada, en particulier l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, qui est un vrai clown, quand, comment il s'appelle, Nichols Bryan répète à satiété, répète ad nauseam qu'il faut que les Haïtiens, n'est-ce pas, trouvent eux-mêmes leur solution, ce sont des hypocrites. Je vous dis que le Canada et les États-Unis sont deux pays hypocrites. À chaque fois que les Haïtiens trouvent une solution, ils mettent des bâtons dans leurs roues car ils ne veulent pas d'une solution haïtienne. Ils veulent nous imposer leur dictat à eux. Et donc, Madame arrive au nom du département d'État, comme si Haïti était une colonie des États-Unis. Elle a dit non. Ce n'est pas votre proposition qui sera implémentée. Nous allons continuer à travailler sur notre proposition d'envoyer une armée multinationale à Port-au-Prince. Imaginez la honte qui vient d'être infligée au chef de l'armée rwandaise, au chef de la police rwandaise. Imaginez, n'est-ce pas, l'insulte qui a été infligée au chef de l'armée du Kenya, au chef de la police, n'est-ce pas, du Kenya, des gens qui étaient prêts à collaborer avec un pays africain d'Amérique
Et tandis que les experts haïtiens étaient en pourparlers avec eux, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies intervient comme une espèce de gouverneur d'une colonie pour dire ce n'est pas la solution haïtienne qui sera retenue, c'est notre solution. Et pire, j'ai quelque chose à vous dire. Les États-Unis savent qu'au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, leur proposition ne passerait plus comme lettre à la poste parce que la Chine et la Russie ont droit de veto au Conseil de sécurité et la Chine et la Russie sont très lucides par rapport aux magouilles, par rapport aux méchancetés que les États-Unis infligent au peuple haïtien. Vous vous souvenez, lors de l'ouverture officielle, n'est-ce pas, de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, l'ambassadeur de la Chine aux Nations Unies, l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies ont rappelé aux Américains les méchancetés qu'ils ont faites aux Haïtiens. Et donc les États-Unis savaient que leur proposition serait rejetée au sein du Conseil de sécurité par la Russie et la Chine qui ont le droit de veto. Écoutez-moi bien. Alors, Madame l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies ont dicté une phrase toute faite que Généus devait répéter comme un singe, à savoir que tout est sous contrôle. Vous vous souvenez de cette phrase? Eh bien, cette phrase-là lui a été dictée texto par l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies pour éviter, disait-elle à Généus, que la Chine et la Russie n'y aillent de leurs propres propositions sur Haïti, car la Chine et la Russie étaient prêtes à faire une proposition d'un appui technique réel à la police nationale, était prête à faire une proposition solide pour aider la police nationale d'Haïti à juguler le problème de sécurité en lui fournissant, n'est-ce pas, des équipements militaires. Alors la dame, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a dit à Généus, pour empêcher à gauche que la Russie et la Chine, n'est-ce pas, n'y aillent de leurs propres propositions, nous voulons que vous disiez dans votre déclaration que tout est sous contrôle. Alors comme un perroquet, comme un vieux singe, Généus, flanqué de deux autres idiots, en la personne de Bullshit, en la personne de Antonio Rodrigue, Généus a déclaré que tout était sous contrôle. Tout était sous contrôle. Vous-même, vous étiez surpris. Parce que vous saviez qu'à ce moment-là, les gangsters, les jeunes à Sapate faisaient la pluie et le beau temps. Vous saviez qu'à ce moment-là, déjà, les jeunes avaient pris le contrôle des terminaux n'est-ce pas, les terminaux pétroliers. Mais on ne comprenait pas pourquoi il avait dit que tout était sous contrôle. Je vous révèle maintenant pourquoi. Parce que la Chine et la Russie attendaient qu'Haïti exprime la problématique de l'insécurité pour qu'elle fasse une proposition d'appui technique à la police. Les États-Unis et le Canada qui ne veulent pas, n'est-ce pas, d'une influence de la Russie et de la Chine en Haïti ont dicté par l'entremise de la secrétaire, enfin de l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, eh bien, ils lui ont dicté cette phrase, tout est sous contrôle. Et Généus, tel un crétin, tel un imbécile, tel un perroquet, a dit que tout était sous contrôle. Alors, puisque le ministre des Affaires étrangères d'Haïti lui-même a dit que tout était sous le contrôle, alors la Russie et la Chine n'avaient plus la légitimité. La Russie et la Chine n'avaient plus le prétexte pour faire leur propre proposition d'appui à la police nationale. Les États-Unis venaient de couper l'herbe sous les pieds de la Russie et de la Chine. Ça, c'était le premier, si vous voulez, la première magouille technique qu'il y a eu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le voici, il vient de sortir de presse.
Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Maintenant que nous avons vu l'envers du décor de cette farce, de cette résolution qui veut supprimer des visas, je veux bien supprimer le visa de Michel Martelly, tout le monde sait qu'il a des gangs en Haïti. Supprimer le visa des Bidjo, des Bossans, des Meuse, mais là, ils n'y arriveront peut-être pas parce que ces gens-là ont probablement la citoyenneté américaine. Mais vous parlez justement de geler des fonds, bravo, geler dans les fonds de Michel Martelly, de Bidjo. Vous vous souvenez l'année dernière, les Pandora Papers, n'est-ce pas, cette machine au sein de laquelle travaillent des journalistes d'enquête avait révélé que les Bidjo, n'est-ce pas, et les Laurent Lamotte détenaient des comptes offshore. Ça veut dire beaucoup d'argent sur lesquels ils ne payent pas d'impôts, mais geler leurs fonds. Bravo. Vous dites que vous allez geler les fonds de ceux qui ont des gangs en Haïti, mais geler dans les fonds de Rony Célestin. Rony Célestin est à ce point riche qu'il a payé au comptant des maisons à sa femme qui est vice-consul ici, n'est-ce pas? Et il a acheté ces maisons-là au comptant, mais gelez les biens. Mais vous allez voir, rien de cela ne sera fait. Pourquoi? Parce que c'est une farce. Avez-vous vu la rapidité avec laquelle les pays occidentaux avaient gelé les fonds des Russes qui étaient proches de Vladimir Poutine? Avez-vous vu avec quelle rapidité ils avaient interdit aux athlètes russes de participer à des compétitions internationales sur le simple fait qu'ils sont russes? Avez-vous vu avec quelle rapidité ils ont empêché des musiciens russes d'exercer leur talent de maestro aux États-Unis parce qu'ils étaient russes? Donc, ils ont tous les moyens de tout faire rapidement quand ils le veulent. Mais s'agissant d'Haïti, parce qu'il s'agit d'un pays de nègres, ils y sont allés d'un certain nombre de déclarations de principe, déclarations qui ne seront pas suivies d'action. Parce que tout le monde sait
que les gangs en Haïti, les jeunes qui ont été gangstérisés, ils le sont par l'oligarchie haïtienne, les Bidjo, les Bossans, les Meuse, pour ne citer que cela. Ils sont gangstérisés par l'État haïtien de PHTK, n'est-ce pas, l'État de Michel Martelly, qui avait dit justement qu'il fallait armer ces jeunes-là pour, si vous voulez, infliger ce que eux appellent un traitement de choc aux adversaires politiques pour les empêcher de participer à la joute électorale. Mais tout le monde sait aussi, et il faut tenir rigueur à Mme Lalime, que la fédération des gangs en Haïti, c'est l'affaire de Mme Lalime, qui avait dit le plus sérieusement du monde que la fédération des gangs armés était une bonne chose. Pour quelle raison? Cela va nous permettre de mieux les contrôler. Donc Mme Lalime les contrôle. Donc d'une certaine manière, les gangs qui pullulent en Haïti, c'est les gangs de Mme Lalime qui avaient recommandé leur fédération en disant qu'on les contrôlerait mieux. Donc elle les contrôle. Donc cette résolution-là, si elle était sérieuse, devait commencer par congédier Mme Lalime pour compromat, comme on dit dans le langage diplomatique, car elle s'est commise dans cette déclaration en disant « il faut la fédération de ces gangs, car cela lui permettrait à elle de mieux les contrôler ». Elle les contrôle. Et nous allons voir à quelle fin idéologique elle facilite le pullulement de ces gangs en Haïti. Nous allons voir à quelle fin idéologique elle empêche les autorités haïtiennes d'intervenir, car elle est aussi responsable. Elle n'est pas innocente dans l'aggravation de la situation en Haïti. Mais allons-y étape par étape. Maintenant, pour que cette résolution-là ait pu passer au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie ne voulaient rien entendre d'une intervention militaire. Pour quelle raison? Et avec raison, la Chine et la Russie ont rappelé aux États-Unis et indirectement au Canada, vous avez envoyé pas moins de 10 missions en Haïti, dont des missions militaires, et à chaque fois, c'est 0 sur 10. À chaque fois, c'est des échecs, n'est-ce pas, sonores. Nous n'allons plus collaborer à l'envoi. Nous n'allons plus approuver l'envoi d'une armée multinationale. Si vous y allez avec cette phrase-là dans une résolution, nous allons y apposer notre veto. Et là, Joe Biden qui s'en va en élection bientôt, là, les midterm elections, et qui ne veut pas essuyer un affront d'un veto de la Russie et de la Chine au sein du Conseil de sécurité dans le contexte sensible de la guerre russo-ukrainienne, a préféré tempérer. Il laisse passer, n'est-ce pas, les élections qui s'en viennent pour mesurer la catastrophe. Car si les sondages s'avèrent, eh bien, Joe Biden va perdre le contrôle des deux chambres. Et imaginez, en pleine période électorale, un Joe Biden qui essuierait un affront de veto de la Russie et de la Chine au sein du Conseil de sécurité sur Haïti. Cela pourrait lui faire mal électoralement parlant. Donc, il tempère ses ardeurs, laissant passer les élections qui s'en viennent, mais il ne renonce pas à l'idée de nous envoyer une armée multinationale de pédophiles, d'agresseurs sexuels et de porteurs de choléra. Mais le régime de sanctions, précisément parce que c'est un régime qui ne sera pas implémenté, ils savent, les États-Unis et le Canada, que cela ne produira pas d'effet. Et c'est précisément à cette fin qu'ils nous donnent cette résolution pour que la situation s'aggrave et que devant la gravité de la situation, que ces mêmes pays-là disent, écoutez, nous y sommes allés par un ensemble de sanctions qui ne donnent rien. Nous y sommes allés par un appui technique à la police nationale qui ne donne rien. Nous devons entrer en Haïti en tant qu'armée multinationale pour résoudre le problème. C'est vers cela qu'ils veulent nous conduire. Et pour nous convaincre, parce que le Canada et les États-Unis savent
qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour leur armée multinationale de pédophiles, pour leur armée multinationale d'agresseurs, pour leur armée multinationale porteuse de choléra. Les États-Unis et le Canada savent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Alors, dans leur manœuvre d'ingénierie sociale, dans leur manœuvre de chorégraphie sociale dans laquelle ils nous conditionnent pour accepter l'inacceptable, ils vont pousser la chose un cran plus haut, que dis-je, ils vont pousser la chose un cran plus grave. Vous allez voir dans les prochains jours, et déjà on y assiste. Vous allez voir dans les prochaines semaines, eh bien, on va désormais kidnapper des gens qui ont un nom. Jusque-là, on kidnappait monsieur et madame tout le monde. On tirait sur monsieur et madame tout le monde. Là, ils vont y aller avec ce que Gramsci appelait justement la subversion des esprits. Ils vont nous faire passer des mensonges pour des vérités. Ils vont nous faire passer la vérité pour des mensonges en y allant avec des coups fumants, en y allant, n'est-ce pas, avec des coups qui frappent l'imaginaire pour que la société en général se dise « Ah, il n'y a rien à faire, il faut faire appel aux pyromanes, c'est-à-dire au Canada et aux États-Unis. » Ils vont y aller avec des mises en scène. Et déjà, nous avons assisté à une mise en scène. Un journaliste très connu, de certains médias, dont la spécialité consistait justement à recevoir en entrevue l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur des États-Unis. Comme par hasard, on lui a tiré dessus il y a quelques jours. Son auto était trouée de balles. Et comme par hasard, monsieur n'a que quelques égratignures. Je déplore ce qui est arrivé. Je me réjouis qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Je précise, je déplore ce qui est arrivé. Je me réjouis qu'il ne soit pas mort, mais personne n'est dupe. Cette affaire a tout l'air d'une mise en scène. Et nous allons assister à d'autres mises en scène de ce genre. Le but de ces mises en scène-là, c'est d'y aller avec ce que Gramsci justement appelait la subversion des esprits. D'y aller, n'est-ce pas, avec des, si vous voulez, des coups fumants. D'y aller avec ce que Carl Schmitt justement appelait au moment des nazis, n'est-ce pas, lors du régime des nazis, y aller avec la fabrication d'un ennemi. On va kidnapper des gros noms. On va tuer, n'est-ce pas, des gens qui font sensation dans la société. Et là, devant ces actes fumants, ces coups sonores, eh bien, le Canada et les États-Unis espèrent qu'on va se dire « Oh là là, il n'y a rien à faire, il faut faire appel aux pyromanes ». Et c'est mon travail, c'est mon travail de révéler la perversion de vos jeux, c'est mon travail de révéler vos plans, c'est mon travail justement de faire de la contre-intelligence, de dire d'avance au peuple haïtien ce que vous allez faire. À chaque fois que ces pays-là veulent faire accepter à une population ce qu'autrement elle n'aurait pas accepté, ils y vont avec des traitements de choc. Ils y vont avec des coups qui frappent l'imaginaire. Ils vont faire sauter des bombes. Ils vont kidnapper, n'est-ce pas, des gens qui occupent des places importantes dans la société haïtienne. Ils vont s'arranger lors de mise en scène pour qu'on leur tire dessus. Ils vont choisir ceux qui vont mourir, ceux qui seront assassinés, pour qu'on puisse dire « Oh là là, il n'y a rien à faire ». On a déjà goûté à cela. On a déjà goûté à cela. Lorsque, en 2004, le Canada, les États-Unis, la France cherchaient à renverser un gouvernement qui avait ses défauts, je précise, mais un gouvernement légitimement élu, ils y sont allés avec ces mêmes tactiques de subversion des esprits. Ils y sont allés avec ces mêmes tactiques d'ingénierie sociale. Ils y sont allés avec ces mêmes tactiques, n'est-ce pas, de chorégraphie sociale. On se levait un matin, on tombait sur une tête coupée sur une pile de déchets. On se réveillait un certain matin et puis on découvrait des cadavres, n'est-ce pas, dans les rues. Et les rues étaient jonchées de cadavres, n'est-ce pas, trouées de balles. Et ce n'est qu'après coup qu'on a compris que ça, tout cela participait des tactiques de traitement de choc où on essayait de frapper l'imagination du peuple pour le conditionner à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire
l'occupation. Cela ne passera pas cette fois-ci. Nous savons que le Canada est pyromane. Nous savons que les États-Unis sont pyromanes. Nous savons que Mme Lalim contrôle les gangs en Haïti sous la férule des Clinton. Et ils font tout cela, me direz-vous, pour empêcher que des gens de bien ne se mêlent de politique et trouvent une solution haïtienne. Et vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a une solution haïtienne, ce sont ces mêmes gens-là, le Canada, les États-Unis, par l'entremise de leur ambassade, par l'entremise de Mme Lalim, qui mettent des bâtons dans les roues des solutions haïtiennes. On l'a vu. Lorsque les experts haïtiens ont recommandé de faire appel à l'appui technique, à la coopération technique des pays africains, ce sont encore le Canada et les États-Unis qui sont intervenus pour couper l'herbe sous les pieds des pays africains pour les empêcher d'aider Haïti, car ils ne veulent pas que ce soit des pays africains qui récoltent la palme d'avoir aidé Haïti, pays d'afro-descendants, à résoudre son problème d'insécurité. Non, il faut que ce soit eux qui viennent comme des sauveurs. Non, nous ne sommes plus au temps de la colonie, dehors de chez nous. Donc je vous préviens, dans les prochaines semaines, ils vont essayer de nous convaincre que la situation est à ce point désespérée. Ils vont essayer de nous convaincre que la police nationale est à ce point incapable, que ça nous prend l'armée canadienne, une armée de pédophiles et d'agresseurs, que ça nous prend une armée multinationale porteuse de choléra pour résoudre le problème. Vous allez voir, je vous mets en garde. Je vous préviens, il y aura des assassinats sonores, il y aura des kidnappings qui font du bruit. On a l'impression que personne ne sera en sécurité dans les prochaines semaines. Lorsque vous verrez cela, souvenez-vous que je vous avais prévenu, il passe à un stade supérieur dans la subversion des esprits, ce que Carl Schmitt justement appelait la fabrication d'un ennemi. Ils sont en train de nous fabriquer un ennemi sur mesure, les gangsters. Ils sont en train de nous fabriquer un ennemi sur mesure, barbecue. Ils sont en train de nous fabriquer un ennemi sur mesure, Chrysler. Ils sont en train de nous fabriquer un ennemi sur mesure, n'est-ce pas, les 400 Marozo. Mais personne ne songe à demander, mais barbecue reste dans son fief. Il ne laisse pas son fief. D'où lui viennent les armes, Madame Lalim? C'est à vous de répondre à cela. D'où lui viennent ces munitions, Madame Lalim? C'est à vous de répondre à cela. C'est vous qui êtes allé dire devant les Nations Unies, voici combien il y a de gangs, voici combien il y a de jeunes gangstérisés. Fine. Donc, vos services de renseignement sont au courant du chemin que suivent les armes. Pourquoi, diable, n'empêchez-vous pas que ces armes aboutissent en Haïti? C'est parce que les gangs travaillent pour Madame Lalim. Lâchons le mot. Haïti est victime d'un complot ourdi par les États-Unis, de Clinton et le Canada. Vous me dites, mais pourquoi le Canada est-il impliqué? La raison est simple. Le Canada veut avoir la mainmise sur nos ressources par l'entremise de ses compagnies minières. Nous devons dénoncer l'hypocrisie du Canada et dire à la population canadienne que l'armée du Canada n'est pas la bienvenue en Haïti, que l'armée du Canada ne sera jamais salvatrice pour Haïti. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. La question à laquelle nous réfléchissons depuis plusieurs semaines maintenant, c'est que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ne commettez surtout pas l'erreur que les ennemis d'Haïti veulent que nous commettions, vous et moi. Par ennemi d'Haïti, j'entends le Canada où je vis, j'entends les États-Unis et j'entends les Nations Unies des Clinton dans la personne de Madame Lalime. Donc, ne commettons surtout pas l'erreur que les ennemis d'Haïti veulent que nous commettions. Quelle est cette erreur? À savoir qu'il n'y a pas de solution. Un problème sans solution n'existe pas. S'il s'appelle problème, c'est qu'il y a une solution. Et donc, si on n'a pas la solution, c'est parce qu'on pose mal le problème. Pourquoi à date, les amis, on va se regarder dans les yeux et se dire les vraies affaires. Pourquoi à date, on ne règle pas le problème d'insécurité en Haïti? Parce que Ariel Henry et sa bande de vauriens ne veulent pas que le problème soit résolu. Vous me direz, mais pourquoi ils ne veulent pas? Mais parce que Mme Lalime est l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, parce que l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince donne la garantie formelle à Ariel et à sa bande de vauriens qu'aussi longtemps qu'ils restent serviles à leur volonté à eux, malheur ne leur arrivera. Donc, le problème de sécurité n'est pas résolu parce que nous avons une gang de tyrans. Nous sommes dans une situation de tyrannie en Haïti. Quand vous avez un ministre des Affaires étrangères d'Haïti, en la personne de cette espèce de guignol, ce guignol de Généus, quand vous avez un autre guignol qui est l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, quand vous avez un autre guignol, en la personne de Bullshit, ambassadeur d'Haïti à Washington, qui se font dicter par l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies la phrase suivante, tout est sous contrôle, c'est que bon Dieu, nous avons nos ennemis au pouvoir. Donc, si on veut résoudre le problème, la première des choses à faire, c'est de chasser cette bande de guignols. Ils sont tout sauf nos amis, ils travaillent pour nos ennemis. Ils reçoivent leurs dictées des États-Unis en fonction des intérêts géopolitiques et géostratégiques des États-Unis. Ils ne sont pas nos amis. Il faut les chasser. Et là, je lance cet appel à Moïse Jean-Charles. C'est votre travail pour l'instant, Moïse Jean-Charles, de continuer à mobiliser l'opposition, de continuer à mobiliser l'hostilité de manière à renverser Ariel Henry. Nous n'avons pas pour l'instant besoin de nous entendre parfaitement sur l'après Ariel Henry. Regardez, le Royaume-Uni a essayé, Boris Johnson, les députés de son propre parti l'ont renversé pour le remplacer par une femme. Ils l'ont encore renversé pour la remplacer par un homme. Les pays ont le droit de commettre des erreurs. Les peuples ont le droit de commettre des erreurs. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de commettre des erreurs, moi. L'objectif numéro 1 pour l'instant, la priorité numéro 1 doit être de renverser cette bande de guignols par tous les moyens. Nous sommes en situation de tyrannie. Nous ne laisserons pas les tyrans nous dicter quelle arme utiliser pour nous défendre. Renverser cette bande de guignols par tous les moyens. Tout civis, comme on dit en créole. Tous les moyens sont bons. Pour les renverser, c'est la première des choses. Imaginez si on avait un gouvernement patriotique. Eh bien, ce gouvernement-là réactiverait l'option qui était sur la table jusqu'au 13 septembre dernier. Quelle est cette option? Solliciter l'appui de pays africains qui ont l'expérience en matière de sécurité et qui viendraient aider la police nationale, sous la coordination de la police nationale haïtienne, à résoudre le problème. Je vais vous donner une autre illustration de la méchanceté des États-Unis et du Canada. Le Canada envoie des équipes d'évaluation technique en Haïti. Les États-Unis envoient des équipes d'évaluation technique en Haïti. Tandis que ces équipes-là étaient sur le terrain, pour la forme, eh bien, ces experts du département d'État ont cherché à avoir une personne reconnue pour son expertise en matière de sécurité. Cette personne leur a dit, écoutez, nous avons, nous, besoin d'un symbolisme fort. Vous vous êtes servi de drones pour éliminer des ennemis des États-Unis.
Pourquoi ne faites-vous pas une déclaration en disant que vous allez donner, ou bien que vous avez donné 5 de ces drones-là à la police haïtienne? Vous ne nous les donnerez peut-être pas, mais ce que je vous demande, c'est de nous prêter vos experts en matière de guidage de drones pour nous aider à cartographier les fiefs de ces bandits, à les localiser et à les supprimer. Car si on arrive à décapiter ces gangs, c'est-à-dire à en supprimer les leaders, les autres vont passer à table, soit pour nous révéler la source de leurs munitions, ou pour justement changer de profession. Vous savez ce que les experts américains ont fait à cet homme? Ils se sont regardés les uns les autres et ils ont pouffé de rire. C'est comme s'ils se sont dit, mais ce gars-là, il ne comprend pas. Nous ne sommes pas là pour résoudre le problème. Nous ne sommes pas là pour améliorer le sort des Haïtiens. Nous sommes là justement pour laisser pourrir la situation de manière à ce que la population haïtienne fasse appel à nous comme sauveurs. Je vous dis la vérité, les amis. Je vous donne des révélations, je vous livre des faits qui me sont confiés sous le couvert de l'anonymat. Donc, ne pensez pas que l'équipe technique du Canada, l'équipe technique des États-Unis se rendent sur le terrain pour aider. Après l'assassinat de Jovenel, la CIA est entrée en Haïti, le FBI est entré en Haïti. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat, comme par hasard? Ils sont en train de nous distraire avec une déclaration de Joseph Félix Badjo. Il ne manquait que ça. Félix Badjo est en vie. Et lorsque vous prenez le temps d'analyser sa déclaration, mais il dit, écoutez-moi, je suis prêt à me rendre à la justice. Ceux qui ont commis le crime sont encore là. Ils sont directeurs généraux, c'est lui qui le dit. Ils sont ministres d'État, ils sont au gouvernement. Vous allez voir, s'il ne fait pas attention, il sera assassiné. Ils sont en train de nous distraire. Ça participe aussi de la subversion des esprits. Tout le monde cherchait Félix Badjo, mais lui dit, il est là. Il était malade, il a eu droit à des soins médicaux. Parce que, selon ses propres dires, il aurait eu un ACV. Et là, il parle. Et pourtant, la police le cherche. Suivez mon regard. Donc, est-ce que vous comprenez que nous assistons à un très mauvais film macabre? Les enjeux véritables, c'est nous convaincre que nous sommes incapables de résoudre nos problèmes, que nous sommes incapables d'autodétermination des peuples et qu'on doit nous mettre sous tutelle. Le Canada nous avait fait ce foutu coup. Par son initiative d'Ottawa sur Haïti, ce film ne passera plus sur le territoire de Jean-Jacques Dessalines. Car les motivations du Canada sont claires. Envoyer une armée en Haïti pour contrôler l'agenda politique, s'assurer que nous avons un autre Michel Martelly qui va leur vendre le pays, n'est-ce pas, par petits morceaux, et continuer, perpétuer la richesse ou l'enrichissement du Canada et des États-Unis en vendant nos ressources à des compagnies canadiennes. Cela ne passera pas. Donc, la première des choses à faire, si nous voulons résoudre le problème d'insécurité en Haïti, c'est renverser ces guignols qui sont au pouvoir. Les renverser par tous les moyens. 2, les remplacer par des gens patriotes, des gens qui refusent d'être esclaves. Leslie Maniga appelait le comportement de ces PHTKistes le comportement de quelqu'un qui veut être esclave. Ariel Henry demande conseil à 3 patriotes haïtiens en matière de sécurité. Aussitôt terminée cette rencontre, il en fait rapport à Mme Lalime qui se permet d'appeler ces gens-là comme si elle était la gouverneure d'Haïti. Ariel Henry a eu le culot de rappeler les gens pour leur dire, écoutez, le grand frère n'a pas d'objection à ce que nous y allions avec l'option africaine. Le grand frère, les États-Unis sont notre ennemi. Donc il y a ce désir chez les Ariel Henry, chez les Généus, ce désir chez les Antonio Rodrigue, ce désir chez les Bolshites d'être esclaves. C'est pour ça que nous devons les chasser, pour les remplacer par des patriotes,
Des gens qui mettent Haïti au-delà de tout. Les remplacer par des gens intègres, qui ne cherchent pas à devenir riches. L'espace de ciment politique. Des gens qui sont compétents, qui vont venir lancer une véritable transition au cours de laquelle on va lancer les 14 chantiers fondamentaux de la nouvelle Haïti, mettre les infrastructures en place pour un gouvernement de conquête. Vous savez, on a assez eu des gouvernements de survie. On a assez eu des gouvernements de partage de gâteaux. Il nous faut désormais un gouvernement de reconquête de notre dignité, un gouvernement de reconquête de notre souveraineté, un gouvernement de reconstruction de la nation. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission de ce matin va vous faire réaliser à quel point ces pays-là, le Canada, les États-Unis, sont des pays scélérats qui ne cherchent qu'à voler nos ressources, qui ne cherchent qu'à nous tourner en dérision pour qu'ils aillent dire ces Noirs-là sont incapables d'autodétermination. Chassez-les hors de chez nous. Les Madame Lalime, les ambassadeurs du Canada, les ambassadeurs des États-Unis doivent être interdits de territoire en Haïti parce qu'ils sont méchants vis-à-vis du peuple haïtien. Gardons le moral et ne l'oublions pas, aussi longtemps que le moral va, tout va. Partagez cette émission, likez-la et continuez à commander votre dernier Toussaint l'Ouverture qui nous révèle à quel point nous ne devons avoir aucun complexe d'infériorité devant qui que ce soit. Nous ne devons jamais nourrir la volonté d'être esclaves, comme le dit Leslie Maniga. Nous pouvons gérer notre pays. Nous allons commettre des erreurs. Tout le monde en a commis. Nous allons faire des fautes. Tout le monde en a fait. Mais ce n'est pas grave. Les autres peuples ont commis des erreurs. Nous aussi, nous avons le droit de commettre des erreurs. Bonne semaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.